Bonsoir à tous et bienvenue donc dans cette édition spéciale Gilets jaunes, la France en crise. Toutes les équipes de France Télévisions sont mobilisées pour tenter de comprendre, de décrypter, d'analyser ce week-end de colère et de violence. Et ce soir, on va sortir de l'hystérie pour essayer de comprendre. Donc on va aller partout où il se passe des choses. On sera bien sûr au plus près de vous, sur le terrain, en région, avec nos correspondants. On ira aussi notamment voir à Rome, à Berlin, à Washington et à Londres comment on nous regarde, comment les images sidérantes de ces dernières heures ont été reçues. Justement, vous parlez d'images, Thomas. Voici une image qui dit tout de ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. L'Arc de Triomphe, symbole de la République par excellence, pris d'assaut, saccagé de l'intérieur, une Marianne défigurée, des œuvres brisées. Alors ce soir, on va se poser au fond deux grandes questions. Comment on en est arrivé là et comment sortir de là? Je précise que nous sommes en direct sur France 2 bien sûr, mais aussi sur France Info, canal 27 de la TNT et sur TV5 Monde. Et que pendant toute la soirée, vous pourrez réagir et poser vos questions avec le hashtag Gilets jaunes et le hashtag France 2. Et c'est Justine Sago qui sera votre porte-parole tout au long de cette soirée. Et voilà nos premiers invités, je vous les présente. D'abord Gabriel Attal, bonsoir à vous. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Merci d'être là ce soir. Parce que c'était pas facile d'avoir quelqu'un du gouvernement qui accepte de débattre. À vos côtés, il y a Jean-Luc Mélenchon. En face, plutôt bonsoir Monsieur Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône et président de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Avec nous également Grégory Joron, secrétaire national, il n'est pas encore arrivé, mais il ne va pas tarder, secrétaire national CRS Unité SGP Police. Jean-François Barnaba, vous êtes gilet jaune de l'Indre, ancien cadre de l'administration territoriale. Merci d'être avec nous ce soir. Thomas Piketty, économiste, directeur d'études à l'EHESS. Et Laetitia De Waal, représentante des Gilets jaunes du Val d'Oise. On sera également en duplex, je le précise, avec Éric Ciotti des Républicains et avec Jacqueline Moreau, celle qui est à l'origine de la fronde avec sa vidéo virale il y a un mois. La première question, je vais vous la poser à vous, Laetitia De Waal. Vous êtes donc Gilets jaunes. On voudrait savoir comment vous ressentez, comment vous racontez, comment vous décririez ce qui s'est passé ce week-end, comment vous qualifiez la situation ce soir. Alors, on peut noter que la violence a drôlement augmenté par rapport à samedi dernier. Pour avoir été sur Paris samedi dernier et ce samedi-ci, on sent une révolte de plus en plus grande, mais on sent aussi énormément de casseurs, de plus en plus présents, pas forcément loin d'être des gilets jaunes. Ce ne sont pas les mêmes pour vous ? Non, ce ne sont pas... Alors jamais, j'ai pas été présentée à ces casseurs, mais en tout cas, même si cela déplaît, nous sommes intimement... convaincus qu'il y a d'autres formes sous-jacentes derrière ces casseurs qui sont là justement pour endiguer davantage de casse. On parlait justement de l'Arc de Triomphe. Nous sommes tous révoltés de ce qui a pu se passer dedans, puisque l'Arc de Triomphe est quand même un symbole fort pour la République, un symbole fort pour la France et pour les citoyens. Maintenant, la question est, pourquoi l'Arc de Triomphe, la porte a été ouverte pour monter ? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer, alors qu'il y avait des cordons de CRS présents toute la journée et que la porte est restée ouverte? Alors, Gabriel Attal, vous répondez à ça, juste à cette interpellation. Si vous avez la réponse, pourquoi est-ce que la porte est ouverte, comme elle dit? Et puis, on vous donnera la parole, M. Barnaba. Moi, d'abord, je suis heureux de vous entendre dire que c'est effectivement scandaleux. Parce que c'est scandaleux. Et qu'il y a la question de l'Arc de Triomphe, il y a aussi des policiers qui ont été blessés. Il y a des policiers, pères de famille, qui se sont fait attaquer à l'acide, à l'ammoniac, qui sont défigurés. Il y a une préfecture au Puy-en-Velay qui a été incendiée. Il y avait des personnels à l'intérieur. Les pompiers ont été empêchés d'accéder à la préfecture. Donc moi, je suis heureux si ce soir, on est capable déjà tous autour de cette table de condamner ces événements, de condamner la violence. Parce que, je vais vous dire, ce week-end, on a vu beaucoup d'images, on a entendu beaucoup de déclarations. Je n'ai pas entendu tout le monde condamner ces violences et condamner ce qui s'est passé. Sur la question de l'Arc de Triomphe, on a vu les images de l'intérieur. Elles sont choquantes. Il y a des biens à l'intérieur, des statues qui ont été cassées par les personnes qui se trouvaient là, qui n'avaient même pas été abîmées par les nazis à l'époque où ils avaient occupé la France. Moi, ce que j'ai vu sur ces images, c'est des casseurs avec un gilet jaune. Alors après, on peut essayer de faire la distinction. Défoncer la porte pour y entrer. Il n'y avait pas de porte qui a été laissée ouverte sur les images qu'on voit très claires. Moi, je pense qu'avant tout, avant d'essayer de jeter la suspicion ou de questionner la violence, il faut condamner la violence. Et je pense qu'après, on aura d'autres débats sur le fond. Mais avant tout, il faut que tout le monde condamne. Clairement, nettement, sans aucune ambiguïté. On ne peut que condamner la violence. Maintenant, il n'y a jamais eu de manifestation sans violence. Si, ça existe. Ah oui, lesquelles? Enfin, quand on veut une revendication sociale, il y en a rarement sans violence. Maintenant, si on parle... Violence physique ?
Mais les violences physiques sont venues des deux côtés. Pour avoir été sur les champs, moi j'ai ma sœur qui était là, qui s'est pris un coup de matraque par les CRS, 42 ans, blonde, tout ce qui va bien, rien, etc. Elle était là, elle a été choquée par ce qui se passait, le CRS est arrivé et l'a matraquée. Alors la violence a été des deux côtés. Il y a des manifestations sans violence, ça existe, il y en a eu dans l'histoire de notre pays, et heureusement, et elles ont d'ailleurs permis des avancées sociales importantes. Peut-être que justement, il y a une évolution sociale qui s'est faite tout de suite. Nous, ça fait depuis fin octobre qu'on dit qu'il va y avoir quelque chose. Depuis fin octobre, on dit qu'il y aura la journée de mobilisation du 17 novembre. Nous avions prévenu que cette journée n'était que le début. Il ne s'est rien passé du côté du gouvernement, à part des petites primes écologiques, alors que le problème n'est pas là. Donc le gouvernement l'attend, cette révolte. Maintenant, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de plus en plus de casseurs. Ce n'est pas pour autant que je justifie la casse. Mais à un moment, il aurait peut-être fallu avoir une réponse concrète pour qu'on n'en arrive pas là. Mais on va aller sur le fond. Attendez, Mais avant, Gabriel, attendez 2 minutes. la violence, Gabriel parce que c'est Attal, important s'il vous pour les plaît. personnes qui nous Je voudrais regardent. qu'on entende, si vous le voulez bien, je voudrais entendre ce que dit Jean-François Barnaba. Est-ce que vous avez le même son de cloche? Est-ce que ce soir, vous condamnez les violences d'hier? Oh, qui ne condamnerait pas des scènes de barbarie et de pillage? Qui ne condamnerait pas des agressions afin de faire plus que mal? Donc c'est évidemment c'est consensuel. Non, ce qui me gêne, c'est une attitude un peu perverse qui consiste à globaliser à partir du vocable violence des attitudes qui n'ont rien à voir. Rien à voir. Mais c'est-à-dire que dans un mouvement populaire, dans un rassemblement, il y a des bousculades que l'on peut regrouper de manière abusive sous le vocable violence, et puis il y a la barbarie, les pillages. Et alors évidemment, si on globalise tout, on comprend rien à ce qui s'est passé, et l'intention est assez perverse, car elle a tendance évidemment à agréger dans ces mêmes violences extrêmes tous ceux qui ont exprimé leur protestation. Donc, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir une forme de radicalisation de certains gilets jaunes, notamment parmi les plus jeunes. J'aurai peut-être l'occasion de revenir sur la manière dont le ministère de l'Intérieur a géré la notion de maintien d'ordre public, qui pour moi a été scandaleuse. C'est-à-dire, mettez des mots. Oui, je vais développer, si vous voulez, je peux le faire maintenant. C'est-à-dire que on a assisté à non pas une opération de maintien de l'ordre public, mais d'organisation du désordre. Ce sont des mots qui sont lourds de sens, Gabriel Attal. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds que je trouve ça insultant pour les forces de l'ordre qui étaient sur le terrain et qui se sont fait attaquer, encore une fois, certaines à la suite. S'il vous plaît. Les forces de l'ordre, elles n'ont pas organisé la violence. Les forces de l'ordre, elles étaient là dans un contexte d'une violence extrême pour faire en sorte qu'il y ait le moins de blessés possible du côté des manifestants comme du côté des forces de l'ordre. Il n'y a pas d'organisation de la violence. Personne n'a intérêt à ce que la violence augmente dans notre pays. Vous n'opposerez pas les citoyens des forces de l'ordre qui, dans leur quasi-totalité, sont des citoyens qui concourent. Moi, je le vois sur nos territoires. C'est tous des citoyens. Tous. Exactement. Oui, tout à fait. Mais ils concourent au lien social. Bien sûr. Ils sont parfaitement respectés dans la population. Bien sûr. Donc, ne confondons pas tout. On va accueillir, pardonnez-moi, Grégory Joron. Merci d'être là. Vous êtes secrétaire national CRS, unité SGP Police. Puisqu'on parle de vous, c'est bien que vous répondiez également. Je vous laisse terminer et vous répondrez. Tout à fait. Donc, ne confondons pas les agents. Ne confondons pas les CRS qui obéissent aux ordres qui leur sont donnés, et puis la planification d'un événement par le ministère. C'est absolument pas comparable. Et les CRS et l'ensemble des forces de l'ordre sont les premières victimes de la manière dont le ministère de l'Intérieur a géré cet événement. Grégory Joron, qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que le désordre a été organisé par le ministère de l'Intérieur, comme on vient de l'entendre? Je suis pas sûr que je suis pas sûr d'être vraiment qualifié pour répondre à ce genre de questions qui est à mon sens vraiment plus politique que technique, on va dire. Ce que je constate moi, c'est qu'aujourd'hui on a énormément de blessés, que la journée a été encore une fois très éprouvante pour mes collègues sur le terrain, qu'ils soient des forces mobiles, mais aussi des compagnies, encore une fois, des compagnies d'intervention parisiennes, des BAC, des services de renseignement qui étaient sur place. Bref, on avait 5000 hommes qui étaient engagés à peu près de 6h du matin à 23h30. Aujourd'hui, les collègues se sont réveillés tous
courbatus, pour la plupart avec d'énormes hématomes, avec l'impression d'être passé dans une machine à laver, parce que forcément, avec l'adrénaline du moment, on sent pas vraiment les coups ni les pavés qu'on a pris tout au long de la journée. Maintenant, de là, moi, je me permettrai pas, encore une fois, de rentrer sur ce terrain d'organisation du désordre. Ce que je peux dire, c'est qu'on a beaucoup de mal, en effet, à encadrer ce genre de manifestations qui sont pas déclarées et qui sortent un peu du schéma habituel. Est-ce ça, c'est la réalité. que vous êtes prêt, s'il y avait une nouvelle journée de mobilisation la semaine prochaine ou celle d'après, est-ce que vous êtes prêt ou est-ce que là, vous dites, il nous faut plus, on a entendu certains policiers demander l'armée, qu'est-ce que vous demandez ? Demander l'armée, je pense qu'il faut simplement revenir. J'ai entendu parler d'état d'urgence aussi. Je pense qu'à un moment donné, il faut éviter de mettre des mots qui peuvent faire peur à tout le monde, en sachant qu'en plus l'état d'urgence ne servira. À part qu'on me prouve l'inverse, moi je veux bien, je veux bien tout entendre. Je ne pense pas que ça serve à grand-chose à partir du moment où, depuis le 1er novembre 2017, il y a la loi antiterroriste qui est passée sur la sécurité, qui permet simplement... Les mesures de l'état d'urgence sont incluses dans la loi. Qui transfère des pouvoirs au ministre de l'Intérieur et qui peut dire... Gabriel Attal, pardon, mais c'est une option l'état d'urgence pour le gouvernement ce soir ou pas ? Alors, moi, je ne suis pas porte-parole du gouvernement et je ne suis Non, pas ministre de merci l'Intérieur. d'être là parce que je vais vous dire, on va dire les choses clairement. On a essayé d'inviter à peu près tout le gouvernement. Vous êtes le seul à avoir accepté de venir répondre. À la décharge, ça a été organisé dans l'après-midi. Il se trouve que moi, j'étais au Sénat sur le budget de la vie associative, donc j'étais disponible. Mais un débat organisé quelques heures avant, c'est un peu compliqué pour les autres. la situation d'urgence, oui. Mais je suis ravi que vous me disiez que je suis arrivé en bas de la liste. Pas du tout. Pas du tout. Mais est-ce que l'état d'urgence est une option dans ce qu'on vous dit aujourd'hui au gouvernement ? L'option aujourd'hui et le souhait, c'est qu'il n'y ait plus de violence et qu'il y ait une mobilisation qui arrive à se calmer parce qu'on arrive à retrouver le dialogue. La première option, c'est le dialogue. C'est de faire en sorte qu'on puisse échanger, se mettre autour de la table et discuter. Ça va commencer demain autour du Premier ministre. Pour les questions d'ordre public, moi, ce que je souhaite, mais pas uniquement comme ministre, comme citoyen, ce que je souhaite, c'est que tout soit fait pour faire en sorte qu'on empêche des violences comme celle-ci de se reproduire. On va parler de comment on fait pour sortir de cette crise, mais d'abord, si on peut nommer les choses. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on vit, Jean-Luc Mélenchon ? Si vous mettiez des mots, c'est quoi ? C'est une crise politique, c'est une crise institutionnelle, c'est une crise de régime. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui selon vous ? Les mots, ce seront juste les miens. Il se trouve que je suis l'auteur d'un livre, L'ère du peuple, où je pronostique comment, lorsqu'il y a un blocage de la société démocratique, les choses se passent. Et nous sommes dedans. Donc ce que nous vivons s'apparente à une révolution citoyenne. Révolution au sens où, vous le voyez bien, les institutions, les autorités sont considérées comme inutiles, comme détestables, où toute forme de représentation politique est rejetée. Toutes, je veux dire, y compris celles que je peux incarner, parce que les gens ne comptent que sur eux-mêmes et ne croient qu'en eux-mêmes. Et citoyenne, parce que le bout de la revendication n'est pas nihiliste. Les gens veulent se réapproprier leur vie, pouvoir la mener, la diriger, la contrôler. Donc moi je suis à l'aise avec ça, alors ce qui me met un peu à part, parce que plein de gens là sont dans l'angoisse, la peur, parce que ces images elles sont très effrayantes, et on comprend qu'elles le soient. Est-ce qu'elles vous ont choqué ces images ? Je suis comme tout le monde. L'Arc de Triomphe, symbole de républicain. Je suis comme tout le monde, je suis un républicain, voir Marianne défigurée, ça me choque, comme tout le monde. Je connais pas une personne qui trouve ça, il y en a sûrement, la preuve, ceux qui ont fait ça. Mais nous sommes tous un peu émotionnés. Mais on doit aller plus loin que ça, on ne peut pas s'arrêter à un événement, il faut essayer d'en comprendre la logique. Et je vous le dis, on est en France, c'est pas une start-up la France. Il y a 65 millions de personnes éduqués, plutôt tête dure quant au caractère, et ces gens-là ne se mènent pas à la baguette. Par conséquent, il n'y a pas d'ordre public possible sans justice sociale. On est en France, le pays qui a abattu une forteresse, réglé son compte à un roi, etc. On est en France. Donc il faut qu'il y ait de la justice sociale pour qu'il y ait de l'ordre public. Et là où je vais dire quand même quelque chose que je trouve malsain, vous avez employé le mot pervers. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on résume les questions de maintien de l'ordre à la responsabilité des policiers. Les policiers, ils obéissent aux ordres. Ils ont une technique et ils la mettent en œuvre. Point. Ceux qui sont responsables, ou alors il n'y a plus de république possible. C'est les politiques qui sont responsables, c'est le ministre qui est responsable. Donc, sinon, si chaque fonctionnaire est responsable personnellement des ordres qu'il exécute, on ne vit plus dans un pays démocratique, parce qu'après tout, le fonctionnaire pourrait dire écoutez, ça ne me convient pas, je ne le fais pas. Donc ne parlons pas de ça. Et surtout, gardons-nous des escalades verbales. Alors l'état d'urgence, les 2/3 de la loi sont déjà dans la loi ordinaire, on peut déjà assigner à résidence des gens, faire des perquisitions les plus extravagantes. Pardon, je voudrais juste terminer sur cette affaire. On entend l'armée. Non mais vous êtes fous. L'armée, c'est pas son travail. L'armée, son travail, elle combat un ennemi. Le peuple français est pas ennemi de son armée ou de ses institutions. Et le maintien de l'ordre, c'est une technique, c'est un métier.
Être policier, c'est pas juste porter une matraque. C'est toute une manière de faire, de comprendre les situations et d'essayer de les gérer. Donc, de grâce, stop à l'escalade. Essayons un peu de prendre de la hauteur et de calmer le jeu. Parce qu'à la fin, c'est quoi la fin? On va se battre comme ça toutes les semaines? On va se battre avec des gens que le reste du temps, les gens estiment, ils connaissent, tout le monde connaît un policier, un copain qui est... Non, c'est pas possible. Alors, Donc, il faut sortir vous parlez des politiquement. excès, vous Vous parlez des comprenez, la excès. politique, ça sert à ça, à régler les conflits de manière tranquille. Jean-Luc Mélenchon, on entend beaucoup dans les cortèges, on l'a même vu taguer sur l'Arc de Triomphe que vous évoquez, des Macron démissions. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a, selon vous, qui est un républicain, qui est un élu, qui est un démocrate, y a-t-il un problème de légitimité du chef de l'État qui a été élu il y a 1 an et demi? Alors, apparemment, mais pour autant, bon, Apparemment, d'ailleurs, un de oui. mes amis les plus proches, qui est François Ruffin, a dit le président doit s'en aller. Il a joué son rôle de porte-parole de ce mot d'ordre. est-ce que vous dites Mais- ça, vous, ce soir? mais Est-ce moi, que je vous suis dites président- Emmanuel Macron doit démissionner? Moi, je Est-ce suis que vous dites la prési- même chose que Je François suis Ruffin? président d'un groupe parlementaire et donc ma responsabilité n'est pas tout à fait la même que celle que j'avais il y a naguère peu de temps où je pouvais porter une parole. Maintenant, je dois le faire dans un cadre qui cherche à proposer une réponse praticable. Alors, qu'est-ce que je fais? Premièrement, je dis que les revendications que j'ai pu voir sont d'autant plus jouables à mes yeux que c'est à peu près ce qu'il y avait dans mon propre programme. Deuxièmement, qu'il faut une sortie institutionnelle. Donc le président de la République, pour l'instant, a fait le choix du pourrissement, plus les images et tout ça. Alors, il a 2 solutions. Ou bien il dit, bon, j'ai compris, ça va, c'est une telle pagaille. Il y en a d'autres qui ont cédé avant lui. Puisque c'est comme ça, j'annule la surtaxe des carburants et on discute parce que mon budget est plus en équilibre. Moi, je dis, vous pouvez le mettre en équilibre. Si vous vous rétablissez l'impôt sur la fortune, c'est la même somme. Mais bon, deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, il dissout. C'est-à-dire, il dit, bah, écoutez, moi, je me sens légitime dans ce que je fais, on m'a élu pour ça, vous n'êtes pas d'accord, je vous donne tort, eh bien, puisque c'est comme ça, on retourne aux urnes. Et les gens qui, eux, comme les Gilets jaunes, j'ai pas entendu quand ils sont arrivés ici qu'ils avaient changé d'avis ou qu'ils avaient l'intention de renoncer à leur action. Donc, la sortie en démocratie, c'est toujours la démocratie. La solution, ça doit être ça. Sinon, on va aller d'une escalade à l'autre, et supposer que quelqu'un gagne, je termine, il serait meurtri. Il n'y a que le vote qui nous permet de vivre ensemble, des fois avec des décisions qui ne nous conviennent pas. On a aussi très envie, on brûle d'entendre Thomas Piketty, je vais vous donner la parole dans un instant, mais puisque vous employez le mot dissolution, Gabriel Attal, que répondez-vous à Jean-Luc Mélenchon et à Marine Le Pen qui ont demandé aujourd'hui notamment la dissolution de l'Assemblée nationale et de nouvelles élections? Moi, je rejoins Jean-Luc Mélenchon quand il dit que la solution et la sortie de cette crise doit être politique. C'est ce que je disais tout à l'heure quand vous m'avez interrogé sur l'état d'urgence. Il faut un dialogue et il faut une sortie politique avec tout le monde autour de la table et des solutions qui arrivent à emporter tout le monde. Quand vous dites, Monsieur Mélenchon, il peut renoncer à la hausse de fiscalité sur le carburant. Quand on écoute les Gilets jaunes aujourd'hui, quand on les lit, moi je vais y compris sur les groupes sur Facebook pour voir un peu les revendications, pour voir ce qui est dit. On voit bien qu'une telle mesure elle-même n'entraînerait pas immédiatement une fin du mouvement, une fin de la mobilisation, parce qu'il y a des préoccupations. N'entraînerait plus. Parce que c'est trop tard. Si je peux terminer juste, parce qu'il y a des préoccupations qui sont beaucoup plus profondes que celle-là. Il y a un malaise qui est beaucoup plus profond que celui-là, qui date d'ailleurs ni d'aujourd'hui ni d'hier, qui date de plusieurs années, qui se sont accumulées dans la société. Donc quand je dis que la solution doit être politique, je vous rejoins totalement là-dessus. Et c'est pour ça que le Premier ministre va recevoir dès demain les leaders politiques, les gilets jaunes qu'ils souhaiteront, et qu'il y a des débats territoriaux qui vont s'engager dans tous les territoires de France où tout le monde pourra être autour de la table et on pourra trouver des solutions collectives. Parce que trouver des solutions qui permettent d'avoir une sortie politique d'une crise, ça se trouve avec des personnes qui sont autour d'une table et qui représentent ces personnes qui se est-ce que le mobilisent. mouvement n'est qui pas font en part train des inquiétudes. d'évoluer? Est-ce qu'on n'est pas allé d'un ras-le-bol fiscal et d'un problème de taxe carbone et de prix du carburant à un problème de contestation de la légitimité du chef de l'État? On a l'impression que c'est quand même, au fur et à mesure que les semaines passent, c'est la revendication qui monte le plus haut et le plus fort. Moi, je dirais que... Vous l'entendez ça ou pas? Ou vous pensez que c'est Alors, je vais vous répondre anecdotique? très clairement. On a un mouvement qui est parti de la question de la taxe sur le carburant, qui a été le catalyseur d'autres problèmes, d'autres revendications sur le quotidien, sur la mobilité, sur les services publics, sur le niveau d'imposition d'une manière générale. Et là-dessus, se sont greffées des personnes qui, elles, contestent depuis le départ la légitimité du président de la République et la légitimité de la majorité, qui se sont dit on va se superposer sur ce mouvement-là pour contester la légitimité du président. Il y a beaucoup de Français qui se retrouvent dans les préoccupations des Gilets jaunes. On le voit dans les sondages, on le voit quand on discute avec des Français sur le terrain, parce qu'ils partagent aussi des préoccupations sur les services publics, encore une fois, sur la mobilité, sur la taxation. Mais ces Français-là, ils ne cherchent pas à revenir, à couper les institutions de la République, à considérer que parce qu'il y a des personnes qui se mobilisent dans la rue et parfois qui cassent, il faut que le président de la République démissionne. On a des institutions dans la République. Jean-Luc Mélenchon l'a dit lui-même, il est républicain et ces institutions, elles doivent être protégées parce que c'est ça qui permet d'avancer et c'est ça qui permet de nous tenir.
Bien. On va reparler ensuite des solutions avec Jean-Luc Mélenchon. Mais Thomas Piketty, vous avez expliqué, analysé les inégalités sociales depuis des années dans les livres et dans vos cours. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toutefois stupéfait par l'ampleur que prend la mobilisation et l'ampleur des violences également? Ou au fond, il n'y a rien qui vous étonne? Oui, alors les violences, il y a des casseurs qui profitent du mouvement pour venir casser, c'est une chose. Mais derrière tout ça, il y a un mouvement qui n'est pas fait de casseurs, qui est fait de personnes qui expriment un très profond sentiment d'injustice sociale, d'injustice fiscale. Et moi, je voudrais dire quand même très gravement que je pense que Emmanuel Macron a fait une erreur considérable en consacrant autant d'argent au début de son quinquennat, à réduire les impôts des plus riches. Et c'est quelque chose... Alors on nous dit, oui, il a été élu pour ça, il a été élu pour ça, mais il avait 24% des voix au premier tour, et il a cru qu'il en avait 70, alors il en a eu presque 70 au second tour, mais on sait très bien, les gens qui ont voté pour lui pour le second tour n'avaient pas adopté son programme de premier tour, sinon ils auraient voté pour lui. Donc se lancer dans ces cadeaux fiscaux d'une très grande ampleur au profit des plus riches, avec la baisse de l'impôt sur la fortune, la quasi-suppression de l'impôt sur la fortune, la baisse de l'impôt progressif sur les revenus de capital. Le problème, si vous voulez, c'est que les impôts, c'est quelque chose, très souvent, les gens comprennent pas très bien. Là, les gens ont compris très clairement que Emmanuel Macron avait de l'argent à distribuer à un certain nombre de catégories. Et quand ensuite il explique qu'il n'a pas d'argent pour d'autres catégories, vous voyez, ça crée... Je crois vraiment qu'il s'est trompé à l'époque dans son diagnostic. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour résumer, et c'est la même somme, c'est-à-dire que c'est vrai que la baisse de l'impôt sur la fortune et de l'impôt progressif sur les revenus de patrimoine, donc intérêts, dividendes, pour bien expliquer à nos téléspectateurs, ça représente 5 à 6 milliards de pertes de recettes par an. L'augmentation de toutes les taxes carbone sur les carburants notamment, ça a été 4 milliards en 2018, ça va être 4 milliards de plus, donc 8 milliards en tout en 2019. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Je pense qu'en un mot, on s'est un peu trompé d'époque, ce gouvernement qui est arrivé, qui se veut très rafraîchissant, très jeune parfois. Mais en fait, ils se sont trompés d'à 20 ans près. C'est-à-dire que dans les années 90, il y a eu un moment comme ça de capitalisme, d'hypercapitalisme triomphant après la chute de l'Union soviétique, où on s'est mis à se dire que le marché allait résoudre tous les problèmes. Et on est rentré dans une phase de foi, parfois sans limite, dans l'autorégulation des marchés, qui a conduit à une montée des inégalités un peu partout. Et depuis la crise financière de 2008, on se rend compte qu'on a été beaucoup trop loin dans une forme d'hypercapitalisme qui a conduit à des réactions politiques au Royaume-Uni, aux États-Unis qui sont terribles, qui conduit à des formes de gouvernement aujourd'hui en Italie qui sont mortifères, des coalitions effrayantes. Et je crois que là, il y a une responsabilité du pouvoir en place de cette trompée de diagnostic. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, je ne sais pas ce qu'il avait appris à l'ENA dans les années 90, peut-être qu'il fallait supprimer l'impôt sur la fortune, mais quand on arrive au pouvoir là en 2017, et dans la situation d'hypercapitalisme, hyper inégalitaire dans laquelle on est, quand on a des patrimoines qui en France se portent très bien. C'est-à-dire qu'en France, il faut bien voir que les patrimoines déclarés à l'ISF, avant la suppression de l'ISF, augmentaient d'année en année, se portaient très bien. Les patrimoines financiers déclarés à l'ISF en particulier progressaient encore plus vite que les patrimoines immobiliers, qui eux-mêmes accroissaient beaucoup plus vite que le produit intérieur brut, qui lui-même accroissait plus vite que les salaires. Donc quand vous allez expliquer après tout ça, ah bah tiens, justement, on va consacrer 5 milliards d'euros pour ces personnes dont le patrimoine progresse déjà. Vous comprenez, le problème, c'est que tout le monde le voit, ça. Vous voyez, tout le monde le voit, les prix immobiliers. Vers Gabriel Attal, donc, parce qu'il est... Attal, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je veux juste conclure quand même là-dessus. C'est que je pense, de façon très claire, que là, pour sortir d'une crise comme ça, avec un sentiment d'injustice fiscale aussi puissant, si Emmanuel Macron ne rétablit pas l'impôt sur la fortune, l'impôt progressif sur les revenus de patrimoine, pour utiliser l'argent, pour quoi faire? Pour la transition écologique. Parce que là, le scandale, c'est les augmentations d'impôts. En soi, moi, je ne me pose pas de problème qu'on ait une trajectoire d'augmentation des prix des carburants. Mais à condition de réutiliser la totalité de l'argent pour aider les Français qui n'ont pas accès au transport en commun, pour aider les bas revenus. Et donc, il faudrait... Oui, non, mais vous auriez pu le faire avant, déjà pour commencer, parce qu'en vérité, sur les 8 milliards d'augmentation sur les carburants, il n'y a même pas 10% qui a été reversé. Si vous ne rétablissez pas un minimum de justice fiscale dans ce pays, vous allez dans le mur. Donc, vous allez m'expliquer que tout va très bien, et on attend quoi? Samedi prochain, les prochaines violences? Monsieur Piketty, allez-y. Toutes les révolutions commencent par des révoltes fiscales. Je ne vais pas dire que tout va très bien, ça serait mentir. Tout ne va pas bien. On peut raisonner, comme vous le faisiez, en milliards, en grande masse. Je ne suis pas sûr que ça parle beaucoup aux personnes qui nous regardent. Et par ailleurs, je ne vous ai pas interrompu. Et par ailleurs, non mais enfin, si je peux répondre. Et le manteau blanc, c'est moi. Regardez à quel point on était violent quand on protégeait les CRS. Juste pour
rappeler à quel point on était tous très violents devant l'Arc de Triomphe. Maintenant, je vous laisse continuer sur les tâches. Vous n'êtes pas en garde à vue, vous n'êtes pas blessé. Donc, non, moi j'ai de la chance. Moi j'ai eu de la chance. Parce que vous n'étiez pas violente. Non, mais d'autres n'étaient pas violents non plus. Je suis pas sûr que ça parle beaucoup aux Français. Et par ailleurs, on peut tout faire dire à ces grandes masses de milliards. Vous mettez en parallèle l'ISF, ça vous 5 arrange milliards, bien. et vous mettez en parallèle l'augmentation sur la taxe carbone de 5 milliards. Combien ça fait quand on supprime les cotisations salariales pour que le net augmente? Quand on supprime la taxe d'habitation, c'est 20 milliards. C'est ça. Vous pourriez les baisser de 5 milliards de plus si vous n'aviez pas commencé par faire ce cadeau. On est bien au-dessus de la mesure sur l'ISF. Je vous ai pas interrompu encore une fois. Pourquoi vous avez distribué 5 milliards à 1% de la population? Vous avez des arguments? Je veux dire, mais si vous me laissez dérouler mon... Quels sont vos arguments? Si vous me laissez dérouler mon propos. On n'a pas fait de cadeau fiscal aux plus riches de ce pays en supprimant l'ISF. Et d'ailleurs, vous dites, on s'est trompé d'époque. Si on s'était trompé d'époque, Emmanuel Macron ne serait pas président et les Français ne lui auraient pas donné de majorité. Vous dites, il a eu 24% au premier tour. Oui, enfin derrière, il y a 4 candidats entre 20 et 24. Derrière, il y a 312 députés qui ont été élus. Et moi, je peux vous dire qu'en tant que député, quand j'ai fait campagne sur le terrain, et c'est pareil pour tous mes anciens collègues députés à l'Assemblée, l'ISF, la CSG, toutes ces questions-là, on en a entendu parler, on en a parlé avec les électeurs. Donc ces questions-là, elles ne sont pas arrivées après. Pourquoi est-ce que demandez aux Français ce qu'ils en pensent de l'ISF. l'ISF. Est-ce qu'on supprime? Si je peux juste m'exprimer. Non, mais je termine juste sur l'ISF parce que la question a été sauvée. Il faut distribuer la parole. quoi ça sert? J'entends bien, mais si on m'interrompt, je peux pas. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre sur la question de l'ISF. En ce moment, vous écoutent et vous regardent. Mais je suis en train d'essayer de m'exprimer pour leur répondre et pour qu'ils m'entendent. Oui, mais vous venez d'ailleurs, à travers ce dialogue avec M. Piketty, de bien exprimer les choses. Mais je vous rappelle qu'il y a des millions de gilets jaunes qui vous regardent et qui ont des préoccupations quotidiennes. Ils n'ont pas l'impression, là, que le débat correspond à ce qu'ils en attendent. C'est ce que je viens de dire, justement, c'est que raisonner en milliards, c'est bien, ça parle peut-être pas à tout le monde. Sur la question de l'ISF, puisque la question est posée très clairement, l'enjeu, c'est quoi? C'est de dire qu'il y avait dans ce pays de l'argent qui dormait sur les comptes en banque, alors qu'il pouvait être utilisé dans l'investissement productif. Donc l'enjeu, ça a été de dire quoi? Ça a été de dire que pour l'argent qui n'est pas dans du patrimoine immobilier, on supprimait l'ISF pour que les Français qui ont cet argent le réinvestissent dans l'économie productive, dans nos PME, dans nos TPE. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait? C'est une très bonne question. Parce que quand on a pris cette décision, je termine, on a dit que vous ayez des éléments. Quand on a pris cette décision, on a dit qu'on allait l'évaluer dans les années du quinquennat, justement pour vérifier que l'argent a bien été dans l'économie productive. Il y a des premiers chiffres qui sont sortis. Il y a un printemps de l'évaluation qui a été mis en place à l'Assemblée nationale. Au premier semestre 2018, l'investissement productif dans nos PME, TPE, qui sont le poumon économique du pays, il a augmenté de 65%. 65%. Alors, est-ce qu'on peut lier ça immédiatement à la suppression de l'ISF? Je l'espère. Je l'espère. Franchement, vous avez rien. Vous avez rien. Enfin, je veux dire, on est là depuis. Je connais les évaluations Justement parce que vous connaissez, vous savez qu'on est là depuis 18 mois, on a pris une mesure qui s'applique depuis cette année. Non, les faits ne peuvent pas être d'éléments. Non, vous auriez pu avoir plus d'éléments avant. Gabriel Attal, j'ai une question très simple. Est-ce que le retour de l'ISF est une option aujourd'hui ou est-ce que c'est totalement exclu? Mais je viens de vous dire, on a mis en place une mesure qu'on évalue. Oui, mais là, il y a un climat, il y a un contexte, il y a une demande. Est-ce que le retour de l'ISF est totalement... 3 ans et demi pour évaluer. Mais la question, si vous êtes en train de me demander si vous pensez qu'on peut répondre au malaise qui est exprimé par les Français ou par les Gilets jaunes symboliquement en disant on va remettre l'ISF juste pour une raison symbolique en se disant qu'ils iront mieux parce qu'on taxera plus, je crois pas que ça soit ça la solution. Pour financer la transition écologique, c'est pas vrai. Excusez-moi, messieurs, on vous sent... Oui, pas convaincu pour le moins. Les gilets jaunes sont des gens polis et on n'a pas envie d'interrompre et de couper la parole. Mais on voit un tel décalage avec ce que les gilets jaunes vivent au quotidien. C'est-à-dire que ces débats qui prennent quand même une couleur technocratico-politique, les gilets jaunes, c'est pas ça leur problème. Ils demandent la démission de M. Macron très largement un peu partout. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une formidable déception. Un dégoût même. Parce que encore, ils ont cru que pour une fois, ça allait peut-être enfin changer. Parce qu'il y avait un président jeune qui disait, mais tout ça, on va le balayer, marchons en avant, on ne savait pas trop. Mais bon, allons-y. Vous y avez cru? Personnellement pas, mais je sais qu'énormément de gilets jaunes y ont cru. Bon, et voilà, il y a une immense déception. Parce que quoi? On assiste maintenant à un président de la République qui fait des constats, et puis qui oublie de dire que si maintenant la situation est telle, eh bien, c'est parce que sa politique en est la cause. Il a évidemment été dans le prolongement de ce qui avait été fait avant, mais au lieu d'améliorer la situation des gens, il a continué à la dégrader. Alors, à ce moment-là, évidemment, les gens demandent la démission. C'est tout à fait compréhensible. Vous avez conscience aussi que Rome ne s'est pas fait en un jour. Ça fait 1 an et demi qu'il est au pouvoir. Ça oui. peut... Non, mais tout à fait. Mais quand on gagne 1 188 € par mois, c'est le salaire minimum.
On est bien d'accord, c'est le SMIC. Bien. Excusez-moi, mais on n'a pas le temps d'attendre. Parce que précisément, la vie est si chère, parce que les dépenses contraintes sont si importantes, qu'on n'a pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps d'attendre 3 ans et demi. Nous vivons une situation de détresse sociale exceptionnelle dans ce pays. Exceptionnel. Mais qui parce ne que date nous pas sommes d'il y a un an et grand demi, pays. qui ne date pas, quoi qu'on pense d'Emmanuel Macron et du gouvernement, ça ne date pas ni d'hier, ni d'il y a un an et Je demi. viens de le dire. Et alors, Mais la franchement, question, les c'est prix que la sont trajectoire maintenant continue. La trajectoire Elle de s'amplifie. déclin, la trajectoire de recul social, elle s'amplifie au lieu de se résorber progressivement. Et donc, nécessairement, il y a un moment où ça craque. Et les gilets jaunes, ils disent, voilà, on a besoin de pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, c'est pas un truc abstrait. Ça veut dire tout simplement, effectivement, pouvoir finir son mois, pouvoir vivre dignement, payer des choses à ses enfants, vivre quoi. Alors, Parce que c'est plus possible. Je voudrais qu'on entende, si vous le voulez bien. Monsieur Mélenchon, je vous donne la parole dans un instant. Je vous donne la parole dans un instant. On comprend pas pourquoi les gens sont enragés comme ça. Hein. Jacqueline Moreau, je vous donnerai la parole, Monsieur Attal, dans un instant, mais Jacqueline Moreau est en direct avec nous. Jacqueline Moreau, c'est la femme qui est un peu à l'origine de ce mouvement-là, puisque c'est vous, C'est Madame. Éric Drouet. Hein. Bon, il y en a plusieurs. C'est l'une d'entre elles. En C'est tout cas, l'une avec sa d'entre elles. vidéo, Mais- avec sa vidéo virale, super elle a bonne. permis, Madame Moreau, vous êtes gilet jaune du Morbihan, vous êtes en duplex avec nous, vous avez permis de provoquer cette fronde et cette colère. Vous avez signé aujourd'hui ce qu'on a lu dans le journal du dimanche, l'appel des modérés. Un appel des modérés qui appelle concrètement, Monsieur Mélenchon, s'il vous plaît, on peut entendre Madame Moreau avant que vous commentiez. Cet appel des modérés, vous demandiez des états généraux de la fiscalité, des référendums réguliers et le gel de la hausse des taxes. Emmanuel Macron vous a répondu en disant « Vous êtes la bienvenue, madame, à Matignon pour discuter avec Édouard Philippe ». Est-ce que vous allez aller à Matignon parler avec le Premier ministre ? Alors d'abord, merci de me recevoir. Bien sûr que je vais y aller parce qu'on ne peut quand même pas continuer dans la situation dans laquelle on est. Il faut maintenant que le gouvernement apporte des réponses et vite. C'est impératif, c'est impérieux maintenant. Ils ne peuvent plus faire l'économie d'écouter la rue, d'écouter ce qui se passe, d'écouter ces milliers de personnes qui sont dans la rue, dans le froid. Hein, ils sont là jour et nuit pour certains. Donc il va bien falloir qu'ils les écoutent et qu'ils apportent des réponses concrètes. Quelles sont les réponses que vous attendez concrètement, madame ? Alors, parmi les réponses concrètes, il y a ce dont vous venez de parler. Le rétablissement de l'ISF serait certainement un grand geste pour les Gilets jaunes. Parce qu'au niveau de l'inégalité, là, c'est clair que le fait d'avoir supprimé l'ISF pour les petits amis de M. Macron, eh ben ça, c'est pas passé. Monsieur Attal, quand vous entendez... Le verre, on m'a donné. Allez-y, pardon. Quand vous entendez ça, vous voyez bien qu'il y a quand même un point de blocage, là. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Déjà, ce que j'entends, c'est que Mme Moreau est prête, au titre des Gilets jaunes, à aller Non, pas au rencontrer titre le des Premier Gilets ministre. jaunes. Non. Alors, on a- À titre personnel, au titre des Gilets jaunes libres, pas au titre des Gilets jaunes. Et qui est au titre des Gilets jaunes, madame ? Les deux personnes qui ont lancé ce mouvement sont Éric Drouet et Priscilla Ludowski. Madame Moreau a suivi quasiment aussitôt, certes. Nous suivons le principe de Monsieur Drouet. Voilà, on est derrière sa lignée. Et la lignée est simple, c'est que nous, nos revendications, on les a déjà posées. Éric Drouet et Priscilla Ludowski ont déjà rencontré le ministre de l'écologie et de la transition. Pardon, mais on n'y comprend rien. Alors, c'est le FLNC avec toutes ses familles politiques. On n'y comprend rien. On ne Non, sait non, pas quel est l'interlocuteur. après, c'est comme partout. Il y a des gens qui ont l'intention de tirer la couverture médiatique à eux. Moi, j'en ai pas besoin. Je suis même pas venue avec mon gilet jaune. Je suis venue là parce qu'on m'a demandé. Donc, nous, on a un seul mot d'ordre au niveau, justement, de toute cette organisation de gilets jaunes qui ne sont pas libres ou qui ne sont pas citrons ou qui ne sont pas orange givrés, mais des gilets jaunes, j'entends, c'est que non, nous ne rencontrerons plus le président ou qui que ce soit du gouvernement tant que, enfin, nous ne nous aurons pas proposé des choses concrètes. Ce n'est pas à nous Vous dites la d'avancer même les chose que Madame Moreau. solutions. Non, puisqu'elle dit qu'elle sera présente lundi. Nous disons non, nous n'y serons pas. Nous ne sommes pas payés rubis sur l'ongle pour apporter les solutions. On vous a donné les problèmes, maintenant on attend au gouvernement de nous donner les solutions. Comment vous allez pouvoir, quand vous entendez ça, comment vous allez pouvoir sortir de la crise ? Justement, Même dialoguer. vous entendez bien, madame, qu'il y a quand même un sujet. Quand il y a des personnes qui ont lancé en partie le mouvement des Gilets jaunes, puisque Mme Moreau, c'était sa vidéo qui a lancé le mouvement, qui disent on est prêt à aller autour de la table pour discuter, pour essayer de trouver des solutions. Quand vous voyez qu'il y a des Gilets jaunes sur le terrain qui disent il faut y aller, il faut aller trouver des solutions en se mettant autour de la table. Vous voyez bien qu'il y a une difficulté. Mais d'où vient la légitimité de ces personnes La dernière personne qui a rencontré les deux personnes qui sont présentées auprès du Premier ministre, il y en a une qui est partie puisqu'ils ont refusé que l'entretien soit filmé. La deuxième, on ne la connaît même pas.
Il y a une personne qui a été menacée de mort, visiblement, parce qu'elle avait été rencontrée le Premier ministre. Mais tout le monde est menacé de mort, moi aussi. À partir du moment où tout le monde sort de la C'est-à-dire télé, que ça y vous est. essayez, avec une grande perversité, de créer de la division au sein du mouvement des Gilets jaunes. Pour dire qu'il y aurait une partie, on voit bien ce qu'il y a derrière, il y aurait une partie de gens qui seraient modérés, qui seraient prêts à discuter, et puis il y aurait des gens qui, quelque part, seraient en phase de radicalisation, de futurs dangereux insurrects. Oui, enfin oui, voilà. Donc c'est pas pensable, c'est pas pensable. En fait, bon, un certain nombre de gilets jaunes qui se revendiquent tels souhaitent rencontrer le gouvernement. Bon, nous sommes très nombreux à penser que c'est totalement inutile et que ça sert surtout son offensive de communication. Si c'est inutile, comment on fait avancer le dialogue, mais les gilets jaunes sont libres de se déterminer individuellement. Et bon, si certains ont encore l'espoir que ça aboutisse à quelque chose, c'est pas moi qui vais donner des consignes ou leur jeter la pierre. Chacun mène sa participation au mouvement comme il l'entend. Jacqueline Moreau, on va vous reprendre une dernière fois. Qu'est-ce que vous demandez ce soir ? Comment on peut sortir de l'impasse, de la crise? Comment on peut rétablir le dialogue? Qu'est-ce que vous prévoyez? Et est-ce que, également, vous appelez à une nouvelle manifestation samedi prochain? Alors, au niveau de la manifestation samedi prochain, moi, je reste dans les régions. Je n'appelle certainement pas à retourner saccager Paris. Parce que les images qu'on a vues, c'est pas possible qu'on remette le couvert une troisième fois. Maintenant, il faut sortir de la crise. Peu importe qui va porter la parole ou personne n'a le monopole des Gilets jaunes. Mais il va bien falloir que quelqu'un se bouge pour aller parler au gouvernement. Parce que c'est pas en lui tournant le dos en permanence qu'on va pouvoir faire aboutir quoi que ce soit. Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous dites, vous, si vous étiez aux affaires aujourd'hui? Moi, si j'étais aux affaires, je n'aurais pas été me foutre dans une souricière pareille. Parce que, quand même, pour résumer tout ce qu'a dit M. Piketty, la vérité est la suivante. On a donné 1 million d'euros à 100 personnes avec la suppression de l'impôt sur la fortune. N'importe quelle personne qui est en train de galérer, misérer pour 10 euros ou pour 20 euros finit par le savoir et par trouver que ce n'est pas juste. Donc, mais ça, Thomas Piketty l'a expliqué. Mais oui, très bien. Alors, on se demande comment renouer le dialogue. Qu'est-ce que ça? Attendez, le dialogue de quoi? Vous croyez à tout sauf à la démocratie parlementaire. Vous venez d'entendre ce qui vient de vous être dit? Les gens vous disent, nous, on amène des problèmes, vous êtes là pour trouver les solutions. Vous ne pouvez pas demander à madame, à monsieur, de devenir un expert en impôts, en transition écologique, C'est pas vrai. Ils font du mieux qu'ils peuvent dans les domaines qui sont chacun leur centre d'intérêt. Mais c'est à ceux qu'on a élus de trouver une solution. Donc, ceux qui sont au pouvoir, et je vous dis, monsieur Attal, vous vous trompez si vous croyez... Si vous ne comprenez pas la dynamique interne d'un processus révolutionnaire, parce que au départ, ça commence avec le fisc, toujours en France. Ça a toujours été comme ça. Soit l'invasion, soit le fisc. Et le peuple se met en mouvement. Et puis après, les gens, ils vont d'une chose à l'autre en disant « Mais comment ça se fait qu'il y en a qui ont tout et les autres n'ont rien ? Et comment ça se fait que... » Et voilà. Et petit à petit, la volonté populaire s'élargit. Donc, vous n'avez pas 36 choses. Ou bien vous dites « Bon, écoutez... on a compris, donc on annule l'augmentation du carburant et on discute. Mais on discute où? Là où ça doit se passer. Enfin, il y a un Parlement quand même. Ou alors on ne sert à rien. Mais là, tout ça n'a pas de sens. Pardonnez-moi, est-ce que vous n'êtes pas contradictoire en nous disant... C'est la raison pour laquelle je dépose une motion de censure avec les communistes. Alors on nous dit ça ne sert à rien. Alors si rien ne sert à rien, abandonnons toute idée d'institution républicaine. Vous dites qu'il faut croire en la démocratie parlementaire et en même temps vous dites qu'il faut dissoudre le Parlement. Vous dites qu'il faut dialoguer dans le Parlement et en même temps il faut le dissoudre. Il faut choisir. Ah non, il ne faut pas choisir, madame. Je vais vous expliquer. C'est la logique des institutions. Vous savez que dans la Constitution, il est prévu la dissolution. Vous le savez, n'est-ce pas? Donc, dissoudre une assemblée, ce n'est pas un acte antidémocratique, c'est souvent le contraire. Moi, j'ai dit ça comme solution parce que je suis un homme politique, le président d'un groupe parlementaire. Mais les gens qui sont là, partez de ce qu'ils demandent. Ils vous disent, ce truc coûte trop cher pour nous, c'est pas dans nos moyens, parce que nous ne pouvons pas réduire nos déplacements. Ils ne peuvent pas. S'ils pouvaient, si vous leur proposiez d'avoir des ailes ou de voler, ou de plus avoir besoin de voiture, peut-être qu'ils le feraient. Mais ils ne peuvent pas. Alors justement, donc, si on leur ou bien demande... vous leur cédez, ou bien le pouvoir dit, écoutez, moi j'ai pas été élu pour faire ça, dans ces conditions, voilà ma position, voilà la position des gens, et maintenant on vote. C'est comme ça que ça se passe en démocratie.
Mais vous, quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon dire qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça répond à ce que vous demandez, vous? Ça fait partie des revendications, effectivement, qui ont été émises et des possibilités citoyennes qui sont mises en place. Vous n'avez pas l'impression d'être récupéré par certains politiques? J'ai pas l'impression qu'on soit récupéré par certains politiques parce que nous venons tous de différents partis politiques. Nous avons juste laissé tous de côté nos étiquettes politiques pour une lutte commune. Vous vous rendez compte de la perversité de ce que vous venez de faire? Donc, quand un politique est un parlementaire, pardon madame, propose une solution et que quelqu'un dit « Ah ben tiens, pourquoi pas ?» Vous répondez, vous êtes en train de vous faire récupérer. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Que les gens soient là, la bouche ouverte à vous regarder? Ils essayent de régler les problèmes de leur existence. C'est mon boulot de faire ça. Je suis parlementaire, j'ai été élu pour ça. Je fais une proposition, quelqu'un dit « Tiens, c'est une bonne idée. » Les politiques ne sont Monsieur, pas il y a 5 avec minutes, ce vous avez mouvement. demandé comment on peut sortir de là. Je fais une proposition, quelqu'un que je ne connaissais pas, il n'y a même pas une demi-heure, dit « Ah bah tiens, pourquoi pas, c'est une idée, c'est démocratique. » Et la réponse que vous lui faites, c'est « Attention madame, hein, si jamais vous êtes d'accord avec quelqu'un, c'est que vous êtes récupéré. » Vous rendez tout impossible. Vous rendez toute sortie positive impossible si vous faites comme ça. Il faut donc plutôt d'abord partir des faits. Ces gens vous demandent d'arrêter de surtaxer le carburant parce qu'ils ne peuvent pas réduire leurs déplacements. Oui ou non? Maintenant, ils vous demandent d'autres choses. Et dans quelques jours, monsieur Attal, vous verrez, la liste des revendications s'étendra. Moi, je fais une proposition, je fais celle qui correspond à mon rôle. Je suis parlementaire. C'est mon boulot de faire ça. Vous comprenez? Voilà. Je crois que je comprends. Ben, c'est ça la Je comprends démocratie. que j'ai juste posé une question que vous avez interprétée comme bon vous semble. Gabriel Attal. Bah, évidemment, encore heureux que j'interprète comme bon me semble. J'entends ce que vous dites. Vous êtes parlementaire et donc c'est votre rôle d'écouter le terrain et de faire remonter des propositions. C'est aussi le rôle de tous les parlementaires, de tous les groupes, et y compris de ceux de la majorité de La République En Marche, qui depuis des semaines rencontrent les gilets jaunes sur les territoires, font remonter des revendications, des propositions, des idées, veulent participer aussi au fait de trouver des solutions en faisant des débats au niveau national et dans les territoires, dans leurs territoires. Parce que moi, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'il y a une déconnexion souvent entre les débats qu'on a sur les plateaux et ce qu'attendent les gens, les revendications des gens. On parle d'en milliards alors qu'eux, ils regardent leur compte en banque parce qu'il y a des malaises, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des difficultés à boucler la fin de son mois. Moi, je ne pense pas, quand on écoute, quand on discute avec les personnes qui souffrent sur le terrain, je ne pense pas que ces personnes considèrent qu'elles iront mieux si on dissout l'Assemblée nationale ou si on taxe plus quelques-uns. Ce qu'elles veulent, c'est pouvoir vivre mieux elles-mêmes. Et c'est ce qu'on leur propose. Ce qu'elles veulent, c'est que le peuple soit souverain en France. Mais le peuple est souverain Comment parce qu'il y a des élections en France. Le peuple est souverain parce qu'il y a des élections. Quand on a 60% de personnes qui ne se déplacent pas aux urnes pour des présidentielles, je suis désolée, le peuple est souverain. Il a dit non à 60% à aucun des deux partis. Mettons en place un quorum. Faisons comme dans les associations. Si on n'atteint pas les 60% de personnes qui se déplacent aux urnes pour voter, dans ce cas-là, l'élection est nulle et non avenue. Nous n'écoutons pas les bulletins blancs. Nous n'écoutons pas les bulletins nuls. Et pourtant, c'est eux la majorité. C'est eux la majorité. Et ceux qui se sont déplacés ont voté entre la peste et le choléra. Ni plus, ni moins. Les 20% qu'a obtenu M. Macron sur l'ensemble des citoyens inscrits sur les listes électorales, ça veut dire une personne sur 5 qui a décidé de voter pour M. Macron, soit par conviction, et il y en a, on est dans un pays libre, soit pour faire blocage à Marine Le Pen. On fait quoi de tous ceux qui ne sont pas venus? Moi, ce que je vous réponds, madame, c'est qu'on a des institutions en France. Elles ne vont pas bien, c'est ça qu'on vous dit, ça ne fonctionne pas. Madame, et que l'enjeu, c'est de faire en sorte que le plus de Français possible se disent que ça a du sens d'aller voter, que c'est utile d'aller voter. Et notre conviction, et moi si je suis là ce soir, c'est aussi pour le défendre, c'est que si on est élu et qu'on ne met pas en œuvre le programme sur lequel on a été élu, et M. Macron n'a pas mis en place le programme sur lequel il a été élu. Mais non, il ne devait pas toucher aux retraités. Les gens se diront encore plus. Il ne devait pas toucher aux retraités. Attendez, vous faites référence à quoi? Vous faites référence à la hausse de CSG? Mais oui. Mais pendant ma campagne, tous les retraités de ma circonscription sont venus m'interroger sur cette question-là. J'ai échangé avec eux. Et je leur ai répondu. Je leur ai dit les autres mesures qu'on allait mettre en place sur la taxe d'habitation, sur le reste à charge zéro. 3 ans et demi. Non, la taxe d'habitation, ça a déjà commencé. La CSG, ça a été mis tout de suite en place. On n'a pas eu le temps de délai. On n'a pas eu le temps de faire ouf, mais le reste, ça doit prendre du temps. Et bien, nous n'en avons plus du temps. Ce que je veux dire, madame, c'est que si un gouvernement, un président de la République renonce aux mesures qu'il a annoncées pendant sa campagne après une élection, il n'y aura pas plus de Français qui iront voter derrière. Il y en aura moins, parce qu'ils se diront que ça ne sert à rien d'aller soutenir un candidat dont on sait qu'il ne mettra pas en place. Tout ça, ça ne fonctionne plus. On fait ce pourquoi on a été élu. Alors, on peut peut-être le faire mieux. Des députés qui votent pour leur propre augmentation, ça ne fonctionne pas. Des GAFA qui ne sont pas taxés, ça ne fonctionne pas. C'est tout qui est en C'est quand même sur un discours très général qui va au-delà des préoccupations de départ. On nous aurait répondu au moment où tout a été instigé, à mi-octobre, on aurait eu des réponses. On n'aurait pas été jusque-là. Mais effectivement, le mouvement a pris de l'ampleur. Les revendications se sont élargies. Et le côté vindicatif, pas dans la violence, vindicatif par conviction.
eh ben, il est de plus en plus présent. Et on en arrive à un ras-le-bol de ce gouvernement où nous avons un président qui a des occupations à l'extérieur, dans d'autres pays, alors que la France est en souffrance en ce moment, que le week-end, nous sommes dehors à manifester, à nous faire gazer à longueur de temps. On n'y est pas par le plaisir. Et à côté de ça, nous avons un président qui a des obligations étrangères. Il n'est même pas présent pour nous. Il nous envoie le ministère de l'écologie et de la transition, alors que là n'est pas le problème. Nous sommes tous concernés par l'écologie. Nous ne sommes pas contre l'écologie. Au contraire, ça va beaucoup plus loin que ça. Et plus ça dure, plus ça prend de l'ampleur et plus les revendications sont larges. Il était au G20 ce week-end. Thomas Piketty. Oui, en l'occurrence, mais les autres semaines. Je veux juste redire que vous n'avez jamais eu aucun soutien populaire sur la suppression de l'ISF. Toutes les questions qui sont posées aux gens le montrent. Je veux juste rappeler qu'aucun gouvernement en France depuis 30 ans n'avait commencé son mandat en faisant de tels cadeaux fiscaux aux plus fortunés. C'est-à-dire que même Sarkozy, avec son bouclier fiscal en 2007, c'était pas aussi fort que cette suppression de l'impôt sur la fortune, cette suppression de l'impôt progressif. Et Sarkozy, à la fin, il a fini par le rétablir, son bouclier fiscal. Donc vous savez, au lieu d'attendre 5 ans à vous enferrer dans vos certitudes, si juste à un moment vous écoutiez un petit peu, vous acceptiez de considérer que vous avez fait ça trop vite, sans éléments, vous le dites vous-même, on attend les évaluations, mais vous allez les attendre combien de temps? Vous avez rien. Monsieur Piketty, vous ne pensez pas, s'il rétablissait l'ISF, eh bien, je pense qu'on pourrait qu'est-ce que ça changerait? Vous pensez que ça aiderait la différence, vous savez, j'ai entendu, il y a plusieurs tendances chez les Gilets jaunes, chacun a ses idées, mais j'ai entendu sur l'ISF beaucoup de convergences finalement entre les différentes formes de Gilets jaunes. Je pense qu'il y a une demande de justice fiscale. Cet argent, parce que c'est beaucoup d'argent, 5 milliards d'euros par an. 5 milliards d'euros par an pour financer la transition écologique, pour aider tous ceux qui n'ont pas accès à des transports en commun, parce que c'est bien, nous on est à Paris, on prend le métro, tout ça, pas de problème, mais il y a plein de gens qui n'ont pas accès à ça. Il y a d'abord, ça c'est fait, c'est-à-dire qu'il y a des pays en Europe, en Suède, en Suisse, il y a des États canadiens, en Colombie-Britannique, en Alberta, qui ont immédiatement réutilisé la totalité des recettes, 100% des recettes venant de la taxe carbone, pour la redistribuer aux 60% des ménages les plus pauvres, pour justement leur permettre de faire face. Donc tout cet argent, c'est pas de l'argent abstrait comme ça, c'est de l'argent qui permettrait de répondre à ces préoccupations. Alors, donc il y a une demande de justice fiscale, il faut qu'elle ait une réponse forte. On donne la parole à tout le monde, on voit que les positions sont très tranchées. On va à Nice rejoindre Éric Ciotti. Bonsoir Monsieur Ciotti, député des Alpes-Maritimes et un des responsables du parti Les Républicains. Alors on a entendu Monsieur Mélenchon qui demande la dissolution de l'Assemblée, c'est également la position de Marine Le Pen. Laurent Wauquiez, le président du parti LR, veut un référendum sur la politique écologique et fiscale d'Emmanuel Macron. Olivier Faure pour le PS veut des états généraux sur le pouvoir d'achat. Vous, qu'est-ce que vous préconisez, Éric Ciotti, pour sortir de ce conflit, pour régler ce problème? Ce que nous préconisons, c'est la baisse des impôts et des taxes. La colère qui s'exprime dans le pays et qui s'exprime légitimement, c'est un ras-le-bol fiscal. Les Français n'en peuvent plus. Ils me le disent à Nice, dans la rue, dans cette permanence. Ils ne supportent plus ce marteau fiscal qui les assomme et qui ne cesse, chaque fois qu'il y a une difficulté, d'avoir une imagination nouvelle pour créer une taxe nouvelle. Les retraités ont été frappés directement par une augmentation de la CSG. Donc aujourd'hui, la solution, elle est simple. C'est pour cela qu'avec Laurent Wauquiez, nous proposons ce référendum. C'est supprimer à tout le moins les augmentations qui doivent intervenir encore le 1er janvier. C'est dans 4 semaines, ça semble totalement délirant. Avec ce qui se passe dans la rue aujourd'hui, le gouvernement maintient sa position d'augmenter à nouveau le carburant en janvier. C'est totalement fou. Donc nous proposons, d'abord dans le calendrier parlementaire, dans le respect des institutions, les Républicains ont obtenu au Sénat l'annulation de cette augmentation de la taxe. Eh bien, nous devons confirmer aujourd'hui, ça sera le 17 décembre prochain à l'Assemblée nationale, l'annulation de cette nouvelle taxe sur le carburant qui devait rentrer en vigueur au 1er janvier. Nous le disons à la majorité, il faut écouter la colère de la rue, il faut écouter l'expression des Français. Le gouvernement ne peut pas rester avec cette forme d'arrogance qui caractérise le président de la République, parce que depuis le début, ça fait 3 semaines que le mouvement est parti, on a le sentiment que les ministres, et notamment M. Griveaux, avec du mépris, de la suffisance, de l'arrogance, mais aussi et surtout le président de la République ne cesse d'attiser ce feu. Alors attendez, c'est intéressant, on va poser la question. Réouvrir le dialogue, mais il faut une mesure concrète. Il faut pour que le dialogue soit crédible, vous faites une proposition très concrète, pardon Éric Ciotti, je vous interromps. C'est la baisse des impôts.
Vous faites une proposition très concrète, donc Gabriel Attal. Est-ce qu'il peut y avoir, est-ce qu'il est envisagé un moratoire sur cette hausse de la taxe carbone et donc des prix du carburant au 1er janvier, oui ou non? Est-ce qu'un moratoire est à l'ordre du jour? Éric Ciotti vient de prononcer une phrase qui est quand même assez éclairante. Il dit « La solution à ce conflit, elle est simple ». Qui peut imaginer que la solution, elle est simple? Il n'y croit pas lui-même. Il dit au Sénat, les sénateurs, parce qu'ils ont la majorité, ont voté la suppression de cette hausse de taxe prévue en janvier. Mais ce qu'il ne dit pas, comment ils ont fait pour la financer? Ils ont voté une surtaxe d'1 milliard d'euros sur les mutuelles des Français, les Républicains au Sénat. Donc, je veux dire, il faut arrêter ces doubles discours, il faut arrêter de raconter des histoires aux Français. Ce que je veux dire sur la question... Sur le point très précis... Sur le point très précis du moratoire ou d'une suspension de cette hausse des prix du carburant au 1er janvier, est-ce que c'est un sujet d'actualité pour le gouvernement, oui ou non? Alors, c'est un sujet qui doit être regardé dans le cadre des débats qu'on propose avec l'ensemble des personnes qui sont concernées et les Gilets jaunes. Pourquoi? Parce que, effectivement... Donc vous ne fermez pas la porte. Attendez, effectivement, il y a eu une hausse de la fiscalité sur le carburant. Ça a un impact sur des Français, et pas sur tous les Français, parce qu'il y a des Français qui utilisent plus leur voiture que les autres, qui sont dans des territoires où il n'y a pas de solution alternative en termes de mobilité, même si on est en train de les construire. 13 milliards d'euros sur la table pour les transports du quotidien. Donc, c'était des sommes qui étaient déjà dépensées. Nous, ce qu'on propose, c'est des débats territoriaux, justement pour voir dans ce territoire justement qui est très rural, où il n'y a pas de solution, où l'essence... Attendez, Thomas Piketty, si on sait qu'on va mettre 13 milliards d'euros dans les années, on ne comprendra rien. Moi, je voudrais que vous répondiez précisément et clairement, parce que vous ne l'avez pas fait. Est-ce que oui ou non, la question de l'augmentation des taxes sur le carburant est posée par le gouvernement? Est-ce que le gouvernement, éventuellement, reculera là-dessus au 1er janvier? Oui ou non? Il n'y aura pas de recul parce que ça a été voté. Ça a été voté et ça sera mis en œuvre en 2019. Ce que je veux dire, c'est que avec ces débats territoriaux, si je peux m'exprimer, je sais que je suis seul contre tous sur ce plateau, mais du coup, c'est pas simple pour développer son propos. Ça passe au Sénat, ça doit c'est pas simple pour développer ça fait la navette parlementaire. Il y a une trajectoire qui a été votée. Ce que je veux dire, c'est que le sens des débats territoriaux qu'on propose, c'est bien de dire qu'il y a des situations qui sont différentes parce qu'il y a des Français qui vivent des situations différentes dans des territoires différents où il n'y a pas forcément toutes les solutions de mobilité alternatives à la voiture et qu'il y a peut-être des mesures d'accompagnement qui peuvent être mises en place spécifiques, plus importantes dans certains territoires où c'est plus difficile pour les Français d'assumer cette hausse, mais que pour identifier ces solutions-là, il faut que tout le monde soit autour de la table, partout dans les territoires, pour qu'on sache exactement où sont les problèmes les plus importants. On poursuit cette soirée spéciale Gilets jaunes sur France 2. Vous réagissez toujours avec le hashtag Gilets jaunes et le hashtag France 2. Léa, vous vous trouvez à présent avec Brice Teinturier, Nathalie Saint-Cric et Natacha Polony. Absolument. Bonsoir à tous les trois. Natacha Polony, vous êtes directrice de la rédaction de Marianne, de l'hebdomadaire Marianne. D'abord, puisqu'il faut nommer les choses, où on en est aujourd'hui après ce week-end de violence? Est-ce que vous diriez que de la phase de contestation, on est passé à une phase insurrectionnelle? On est passé à l'insurrection? On en approche. Tout le monde l'a vu, tout le monde le sait, et on est dans une phase de radicalisation, mais pas de radicalisation de gens qui viendraient des extrêmes. On est dans une phase de colère qui est en train de déborder. Alors, le problème, c'est quoi? On l'entendait, Madame disait tout à l'heure, nous voulons être souverains. C'est-à-dire que tout simplement, nous avons des gens qui disent nous sommes des citoyens, nous décidons de notre destin. C'est le premier point qu'il faudrait entendre. C'est-à-dire que des représentants, ce ne sont que des représentants. Ils sont censés représenter les citoyens. Or, le problème auquel nous sommes confrontés, il ne se résume pas à la taxe sur le carburant, il ne se résume même pas à l'ISF. On voit un pays qui est en train de perdre ses filières agricoles, ses filières industrielles, on voit un pays qui est en train de s'appauvrir, de voir des services publics s'abîmer, des infrastructures qui sont dans un état déplorable. On a eu un rapport sur les routes françaises cet été, c'est une catastrophe. Bon. Où prendre l'argent? C'est ça la question. Où est-ce qu'on prend l'argent pour faire fonctionner ce pays et pour ne pas être obligé d'aller taxer les gens qui ont besoin de leur voiture? Où on prend l'argent? L'autre question, ça pourrait être, y a-t-il de l'argent? Alors, puisque, vu le niveau des déficits et de la dette, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'argent. Justement, par ailleurs. Premier point, ça fait des décennies qu'on explique aux Français qu'ils doivent accepter un système qui empêche de taxer les multinationales, qui creuse les écarts de revenus, et ils doivent l'accepter. Alors, il y a eu à cause de l'ouverture. Bon, si on était contre la mondialisation, c'est qu'on était raciste, on n'était pas pour l'ouverture. Ensuite, il fallait accepter l'orthodoxie budgétaire parce que c'était la responsabilité, on n'allait pas laisser la dette à nos enfants. Donc, on n'acceptait aucun investissement. Et maintenant, c'est au nom de l'écologie, c'est encore pire. C'est-à-dire, si vous n'acceptez pas ce système-là, vous êtes pour la fin de la planète. Pardon, mais on a l'impression d'être dans le rond-point de Raymond DeVos. C'est-à-dire qu'on tourne autour du rond-point, il n'y a que des sens interdits.
La dévaluation Alors, compétitive, sens interdit. Les déficits pour faire de l'investissement, sens interdit. Par exemple, la taxation des GAFAM, sens interdit. La protection des filières industrielles contre la concurrence déloyale, sens interdit. Comment on sort de l'impasse? Comment c'est possible? Eh bien, on enlève les sens interdits. Tout simplement. Tous ces Donc, sens interdits-là qui donnent la possibilité à un État de répondre à la demande de ses citoyens, eh bien, toutes ces possibilités-là, on les explore. C'est ça. Et on va au bout du raisonnement. Brice Teinturier, 2 questions très simples. Est-ce que le soutien de la population est toujours très grand à l'issue de ce que vous avez ressenti et testé hier et aujourd'hui? Et est-ce que la mobilisation change de forme? Est-ce que d'une mobilisation contre les taxes, elle est en train de basculer à autre chose? Alors ce second point, il est incontestable. On a bien vu qu'au départ, la mobilisation, elle est partie de la contestation des taxes, même si derrière, il y avait énormément de choses. Une crise de la représentation, le sentiment de ne pas être écouté ou entendu, un sentiment aussi sur l'inéquité d'un certain nombre de mesures. Mais au départ, on était dans ce champ. Et progressivement, et on le voit très bien quand on analyse, encore une fois, le discours spontané tel qu'on peut l'analyser sur les réseaux sociaux des Français, on voit que cela se polarise de plus en plus sur un rejet du président de la République. C'est à la fois ce qui fait la force et la faiblesse de ce mouvement. Il agrège énormément de revendications distinctes et en même temps, il est aussi dans une contestation politique profonde, mais politique au sens fort du terme, au sens noble du terme, pas partisane politique. Et du coup, on ne sait plus très bien si on est sur un processus révolutionnaire ou une dynamique révolutionnaire, ce que je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit l'attente des Français. Ou sur une contestation et une colère extrêmement puissante, ce que, pour le coup, là, je vois monter depuis des années et des années. Nathalie Saint-Cric, Brice Teinturier vient de dire que ça se cristallise de plus en plus autour de la personne d'Emmanuel Macron, cette colère. Que peut faire le président, que va faire le président, puisqu'il ne veut pas prendre la parole pour l'instant? Alors que va faire, je serais bien dans l'incapacité de vous le dire, je ne suis pas dans son cerveau. Il n'a pas pris la parole ce soir, probablement parce que, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Ils ont l'impression que s'il annonce, et d'ailleurs on l'a entendu dans votre débat tout à l'heure, que même si c'était la baisse ou le moratoire sur un texte de carburant, on lui dirait ok c'est bien mais ça suffit pas, il faut l'ISF, et après on lui dirait ok ça suffit pas, il faut encore autre chose. Donc il a effectivement, d'après ce que j'ai pu comprendre, compris que le fait de reculer, on insisterait surtout sur le recul et non pas sur les choses sur lesquelles il a reculé, donc c'est relativement complexe. Alors après, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de remettre les partis dans le jeu. Seule solution, on l'a critiqué depuis le début en disant qu'il s'asseyait sur les corps intermédiaires, qu'il n'avait pas travaillé assez avec les syndicats, pas suffisamment avec les partis politiques, que son parti, La République En Marche, était trop vertical. Qu'est-ce qu'il peut faire? Essayer de demander aux différents partis, à Mme Le Pen, à M. Mélenchon, à M. Wauquiez, de travailler, si j'ose dire, avec lui pour apaiser le pays. Je ne suis pas sûre que ça marchera, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Aujourd'hui, Donc appel à l'Union nationale, c'est tout ce qu'il peut faire? Mais ce n'est pas forcément un appel à l'Union nationale, c'est une façon de remettre les partis politiques face à leurs responsabilités, ce qui ne veut pas dire que lui n'en a pas énormément. Et en plus, comme manifestement toute la dramaturgie est en train de se faire entre Macron versus le reste du monde, ou plus exactement le reste de la France, il a intérêt à remettre du corps intermédiaire et notamment demander à Édouard Philippe et à sa majorité de faire le boulot. Alors Thomas, je vous repasse la main. On va aller justement prendre des nouvelles de ce qui se passe ce soir à l'Élysée. C'est avec vous, Jeff Wittenberg. Bonsoir. Effectivement, Nathalie disait, il n'y a pas de prise de parole qui est prévue. Qu'est-ce qui se passe en coulisses? On sait que le chef de l'État a demandé au Premier ministre de recevoir des représentants des Gilets jaunes. On a entendu sur ce plateau que tous n'étaient pas prêts à venir lui parler au Premier ministre. Jeff, qu'est-ce qu'on peut dire ce soir? C'est le blackout, c'est le grand silence, c'est la panique à bord, on est calme, on est serein. Qu'est-ce que vous avez comme information? C'est sûrement un peu de tout ce que vous venez de décrire, mais ce qui officiellement ressort, c'est qu'effectivement, le président ne prendra pas la parole, ce qui n'a pas empêché les gestes symboliques. On l'a vu ce matin, il a tenu en quelque sorte escalité à se rendre sur le tombeau du soldat inconnu qui a été hier encerclé par les Gilets jaunes et quelque part en se rendant personnellement sur cet endroit, il voulait montrer que finalement, à travers lui, la République, une certaine République était toujours debout. Pour le reste, comme le disait Nathalie, il charge Édouard Philippe effectivement d'aller vers non seulement les partis politiques mais aussi les représentants des Gilets jaunes, Jacqueline Moreau que l'on entendait tout à l'heure est notamment invitée à Matignon, mais il insiste aussi, le président, sur la question sécuritaire. Il a demandé ce matin en des termes sans doute
note très choisie à Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, de revoir complètement le dispositif, puisque hier, visiblement, ce dispositif a échoué vu les scènes auxquelles on a assisté à Paris, et en particulier à faire face à ce nombre de plus en plus grand de casseurs dans la capitale et au fait que ces casseurs, ils sont en train, paraît-il, de s'organiser et de se structurer. Alors il est effectivement dans ce rôle un petit peu de chef de l'État au sens propre qui doit ramener le calme dans une France qui est en train de prendre un peu feu. Merci Jeff. Gabriel Attal, il est inquiet, le président de la République, vous lui avez parlé. Qu'est-ce qu'il dit ? Je pense qu'il est préoccupé par la situation et qu'il a envie qu'on en sorte, mais qu'on en sorte politiquement, encore une fois. Moi, j'ai été sensible à ce qu'a dit Natacha Polony il y a un instant quand elle parlait des sens interdits. C'est vrai que dans notre pays, je pense que beaucoup de Français se disent qu'il y a trop de choses qui sont impossibles, qu'il y a des choses qu'on aimerait tous pouvoir obtenir, mais qui sont impossibles pour plein de raisons. Et on voit bien qu'il y a un vrai enjeu, une vraie question qui se pose au niveau européen. Et quand Natacha Polony parlait des sens interdits sur la taxation des GAFA, on est en train de la lever au niveau européen. On était tout seul, on est maintenant quasiment l'ensemble des pays européens pour la lever. Ça faisait des années qu'on expliquait que sur la question des travailleurs détachés, on ne pourrait pas trouver de solution. Le président de la République s'est mobilisé. On a amené tous les pays autour de nous, on a trouvé un accord à travail égal, salaire égal sur un territoire. On est en train de lever tout ça. Et moi, si je suis venu ce soir, c'est pas parce qu'on m'a forcé, c'est pas parce que il fallait absolument venir, c'est parce que j'y crois. C'est parce que je suis jeune, j'ai envie que mon pays s'en sorte. Et la plupart des Français ont envie que le pays s'en sorte et qu'il faut trouver des solutions. Et qu'on a été élu sur un programme, qu'on va le porter pendant 5 ans. Et moi, j'y crois. Je crois qu'on va y arriver. D'accord, mais Emmanuel Macron a été élu sur la promesse de réconcilier les Français. Il disait « je vais chasser les passions tristes et le ressentiment ». 1 an et demi après, on n'a jamais vu autant de ressentiment. Qu'est-ce que vous avez raté ? Est-ce que vous avez perdu le fil de votre campagne ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, je pense que il y a un nouveau modèle de dialogue et de construction des politiques publiques à trouver. Et je pense que la question des territoires, elle est essentielle. Parce que tous les Français vivent pas le même quotidien, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes problématiques. Et je pense que tout ce qui va être construit dans les semaines et les mois qui viennent vont permettre d'aboutir à ça. Encore une fois, on s'est engagé sur un programme sur 5 ans, en disant qu'on veut permettre aux Français de retrouver un travail. Et tout ce qu'on a mis en place, y compris sur la question de l'ISF, ça vise cet objectif. Vous pouvez considérer que ça ne va pas marcher, mais dans 5 ans, vous pourrez le dire, enfin dans 3 ans et demi maintenant, vous pourrez le dire, et puis vous pourrez porter une autre idée aux élections. On a dit qu'on voulait que le travail paye mieux. On s'est engagé de manière très claire. À la fin du quinquennat, une personne qui est au SMIC, l'exemple qu'on citait tout à l'heure, il aura un 13e mois. On s'y est engagé, c'est en train de se mettre en place. On peut considérer qu'il faudrait que ça aille plus vite, et notamment dans certains territoires, encore une fois, où il y a des difficultés qui sont différentes. Et c'est tout l'enjeu de la discussion et de la construction qui doit se faire dans les territoires. Si tout le monde se met autour de la table. Moi, c'est juste l'inflation sur 5 ans, 10%. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Monsieur Joron, c'est l'arnaque permanente, c'est fatigant. J'ai pas grand-chose à faire ici. Secrétaire national CRS, UNT, TGP Police. Tout à fait, secrétaire national CRS, une TGP Police, merci. Je ne vais pas vous embêter longtemps, j'avais dit que je restais avec un petit quart d'heure. Je n'ai pas servi à grand-chose parce que c'est un temps qui est très politique. Je vais laisser les gens discuter tranquillement. Moi, j'ai une question qui n'est pas politique à vous poser. Est-ce que vous connaissez le profil des personnes qui ont été interpellées ? Je ne sais pas, je ne me suis pas réellement renseigné et je n'ai pas vraiment de retour parce qu'encore une fois, on est dans un temps un peu trouble enfin voilà, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Simplement, je voulais dire, et je vais vous laisser là-dessus également, parce que encore une fois, on m'avait dit que ça allait durer un quart d'heure et quelques questions. Je comprends le temps politique parce qu'il est important. Moi, je vous porte juste l'inquiétude qu'on a en tant que représentant des personnels de police. C'est juste, on a peur de l'acte 4, tout simplement parce que les forces de police ne sont pas inépuisables, tout simplement parce qu'elles sont épuisées. Et tout simplement parce que, M. Mélenchon, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est un point de détail, de temps en temps, on fait déjà appel à l'armée pour nous remplacer sur des missions parce qu'on ne peut pas tenir sur les pics d'emploi qu'on a. Ça s'appelle une réquisition. On les fait garder déjà nos bâtiments sur une mission qui s'appelle le GS75. C'était un peu l'idée de pouvoir en mettre en place, puisque hier, il y a eu un dispositif double avec beaucoup de forces qui étaient engagées sur l'étanchéité de Beauvau, du ministère de l'Intérieur et de l'Élysée, bien évidemment pour protéger les institutions. Aujourd'hui, on vous entend, vous dites on a peur de l'acte 4. On a peur pour nos collègues. Ça fait 2 samedis qu'on a une bonne étoile et qu'on ne déplore pas de mort. C'est de la chance ? Oui. Et je pense que le facteur chance, au bout d'un moment, il faut l'évacuer. Voilà. Est-ce qu'il y avait des trous dans la raquette dans le dispositif de sécurité hier ? Il y en aura toujours avec ce genre de mouvement. Le maintien de l'ordre, ce n'est pas une science exacte, on traite de l'humain. Et le maintien d'ordre républicain,
Je comprends l'incompréhension parce que de temps en temps, on manque de pédagogie, je pense là-dessus. À un moment donné, il faut qu'on explique aux gens pourquoi on va manœuvrer et comment on doit le faire. Malheureusement, on a des gens qui se retrouvent gazés et qui ne comprennent pas pourquoi. Il faut peut-être leur expliquer pourquoi ils sont gazés. Parce que si on gaze, c'est pour éviter le contact avec les manifestants. Parce que si on a du contact avec les manifestants, on voit que ce soit des fonctionnaires de police lynchés, comme on a pu le voir tout à l'heure, et protégés d'ailleurs par des gilets jaunes au bout d'un moment. Parce que c'est un... Non, mais... C'est juste que je suis en train de dire, parce que c'est insupportable à voir. Donc voilà, donc nous on est inquiets pour tous nos collègues. Vous avez peur, vous ? Est-ce que vos collègues ont peur physiquement aujourd'hui ? Nos collègues ont peur physiquement. C'est-à-dire, c'est pas naturel de prendre des pavés d'1 kilo sur la tête. On est tous pères de famille. Quand on est censé avoir des réponses opérationnelles justement qui nous protègent de ça. On est censé ne pas être au contact. Et c'est ce qu'on a fait là. Mais c'est quoi la solution si jamais il y avait un acte 4 samedi prochain ? Il y a déjà quasiment 5000 hommes dans Paris. C'est d'en avoir plus ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous demandez ? Nous, on demande depuis longtemps et ça a commencé à prendre, on va dire, on est un peu dans la bonne direction. Maintenant, il reste tellement de choses à faire et encore une fois, c'est des mouvements qui sont compliqués parce que toute la difficulté, c'est de trier, entre guillemets, et sans que ce soit péjoratif, les casseurs, des gens qui veulent manifester parce que c'est le droit le plus fondamental en France et c'est surtout la mission des CRS, des gendarmes mobiles, des compagnies, c'est de préserver ce droit-là, de permettre à ces gens-là de manifester en préservant leur intégrité physique et également celle des fonctionnaires. Je vais me permettre de vous laisser, je suis désolé, c'est pas très... Merci en tout cas à vous d'avoir été là. On a eu des images très très fortes hier qui ont fait le tour du monde évidemment, donc on va aller faire un petit tour tout au long de cette soirée dans plusieurs pays. On va peut-être commencer par Washington avec vous, Loïc Delamornay. Alors on sait qu'aux États-Unis, dès qu'il y a une voiture qui brûle en France, on nous dit que c'est Bagdad, que c'est la guerre, que c'est des no-go zones comme ils disent. Comment on a vécu et ont été racontés ces événements aux Américains depuis hier, Loïc ? Il y a de ça, Thomas. Très clairement, ces événements en France ont été vécus avec, si j'ose dire, les clichés habituels que les Américains ont sur la France, que la France est un pays ingouvernable, inréformable, que les Français sont des enfants gâtés qui bénéficient déjà d'un des régimes d'État-providence les plus riches, les plus généreux de la planète. Et effectivement, ici, nous sommes dans un pays ultra-libéral qui n'a rien à voir, qui ne comprend rien au modèle social français. Ici, faire des études à l'université, c'est 200 000 euros. Une couverture maladie pour sa famille, c'est 1 500 euros par mois. Si un cancer, une maladie grave se déclenche, eh bien c'est être assuré d'être endetté jusqu'à la fin de ses jours si on survit. Bref, ils ne peuvent pas exactement comprendre le modèle social français. Alors, pour aller plus loin, certains politologues américains font quand même un parallèle entre les casquettes rouges de Donald Trump et les gilets jaunes en France. Attention, pas un parallèle caricatural. Encore une fois, l'électeur de Donald Trump n'est pas qu'un électeur raciste blanc du fin fond du Wisconsin ou de la campagne américaine. Non, c'est parfois quelqu'un qui avait voté pour Barack Obama, un ancien démocrate qui est en pleine désillusion, ces classes moyennes au bord du décrochage, qui n'ont pas profité de la mondialisation. Et c'est aussi cela ce qui se passe en France selon les observateurs américains. Et donc attention, un mouvement qui a pu faire élire il y a 2 ans un Donald Trump sorti un petit peu de nulle part, sans les médias classiques et traditionnels, sans les partis traditionnels. Voilà peut-être le parallèle que font certains politologues américains avec ce qui se passe en France aujourd'hui. Merci à vous Loïc Delamornay en direct avec nous de Washington. On va tous vous libérer, mais d'abord un dernier tour de table. En un mot, une solution, un mot à dire pour sortir de l'impasse aujourd'hui, chacun d'entre vous. Madame. Le président maintient le cap et les Gilets jaunes maintiennent le cap. C'est lapidaire. Monsieur. On a assisté encore ce soir à un débat avec des arguments politico-technocratiques. Les Français expriment de la souffrance humaine, et on a répondu encore une fois à côté de leurs préoccupations essentielles. Et c'est ce qui a dégoûté les Français de la politique à travers tous les gouvernements qui se sont succédés, tous ces partis dits traditionnels qui ont assumé le pouvoir et qui ont dégoûté le peuple et qui, de jour en jour, continuent à rompre le pacte républicain. Alors il y a une solution pour s'en sortir, oui, ça, je suis convaincu qu'elle ne viendra pas de M. Macron et de son gouvernement. Il faut que les Gilets jaunes, que le mouvement des Gilets jaunes fasse irruption dans les institutions démocratiques de ce pays. Ça veut dire qu'il faut que les Gilets jaunes, dans leur diversité sociologique, prennent leur avenir en main, enfin. Car jusqu'à présent, toute cette diversité sociologique, ces gens des classes populaires ont toujours délégué à des partis politiques leur parole.
Ils ont délégué à des élus leurs paroles, des élus qui, bien souvent, pour la plupart d'entre eux, et vous le savez, vous qui observez la vie politique, étaient de catégorie supérieure et qui ne comprenaient pas dans leur tripes ce que vivaient les gens sur le terrain. Pour que les choses changent vraiment, il faut que demain, une marée d'élus jaunes investissent le Parlement. Et là, avec leur diversité, parce qu'on a l'impression que si on est issu des classes populaires, alors quoi ? On n'a pas l'intelligence nécessaire, on n'a pas la créativité nécessaire pour aller jusqu'aux affaires. Il faut qu'on soit cantonné dans des rôles subalternes. Eh bien non. Le peuple a son intelligence et le peuple est en train de reprendre son destin en main. Il y aura des élus, je vous le garantis, dans toutes les assemblées démocratiques de ce pays dans les mois et les années à venir. Jean-Luc Mélenchon. Il faut trouver une sortie par le haut, parce que ça ne donne rien de rester sur une position de blocage comme on est. Donc je dis à M. Macron, ne vous obstinez pas. Ou bien vous cédez sur la mesure qui a déclenché tous ces événements, c'est-à-dire vous annulez la surtaxe sur les carburants et vous rétablissez l'impôt sur la fortune pour garder votre budget en équilibre, ou bien faites confiance au peuple et allons voter, parce que dans un grand pays démocratique, c'est comme ça qu'on règle les problèmes. Sinon, quoi d'autre ? Ce face-à-face va durer combien de temps ? Et quelle issue peut-il avoir ? Il n'y en a pas si on reste sur ce terrain-là. Faites confiance au peuple. Le problème, on le connaît. La solution, c'est le peuple. Gabriel Attal. Il faut du dialogue et de la responsabilité. Il faut dialoguer parce que oui, on a un cap, oui, on a une politique qu'on veut mettre en œuvre parce qu'on a été élu sur ce programme, mais oui, il faut l'adapter dans la diversité des territoires. Et encore une fois, moi je suis prêt totalement à reconnaître que peut-être que dans la méthode, on n'a pas suffisamment écouté dans les territoires la diversité des problématiques que rencontrent les Français. Et pour le faire, il faut pouvoir tous se mettre autour de la table. Et moi, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir parce que je pense que les Français ont tous envie qu'on s'en sorte. Ils ont tous envie que cette situation, on arrive à en sortir. Et parce qu'en vous entendant, monsieur, quand vous dites qu'il faut qu'il y ait une structuration territoriale, que les Gilets jaunes s'organisent, y compris politiquement, je pense que s'organiser, avoir des interlocuteurs représentatifs, c'est ce qui permettra aussi de dialoguer, de discuter et de trouver des solutions qui répondent aux préoccupations concrètes. Donc, voilà. On entend un intérêt commun, mais on voit bien que ce soir, pour l'instant en tout cas, les questions et les réponses ne collent pas complètement. Thomas Piketty. Moi, j'ai très peur que le gouvernement soit en train de tuer l'idée de transition écologique et de taxe carbone, parce que toute l'idée, normalement, de la taxe carbone, c'est vous augmentez le prix de ce qui émet du carbone, mais vous utilisez cet argent pour investir dans la transition écologique dans le cadre d'une politique de justice fiscale. Et là, on a fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on lève de l'argent forcément sur les plus modestes, sur ceux qui n'ont souvent pas d'autres solutions, et on utilise cet même argent pour faire des cadeaux fiscaux aux plus riches dans des proportions inouïes. Donc là, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on est en train de tuer ce qui est en fait une belle idée. Donc moi, je ne demande pas qu'on retire les hausses de taxes sur les carburants, mais je demande qu'on remettre en place l'impôt sur la fortune pour financer la transition écologique et pour aider ceux qui sont taxés. Et il y a un moment de vérité qui est de savoir qu'est-ce qui est le plus existentiel pour Emmanuel Macron. Est-ce que c'est la transition écologique, le réchauffement climatique, ou est-ce que ce qui est existentiel, c'est la suppression de l'impôt sur la fortune ? Si vous avez d'autres solutions pour trouver tout cet argent et faire tout en même temps, allez-y, mais visiblement, vous ne l'avez pas. Bien, merci à tous les 5. Merci également à Natacha Polony d'avoir participé à cette édition spéciale. France 2 est en direct, qui n'est pas terminée, puisqu'on accueille un nouveau plateau avec d'autres invités. Merci d'abord chaleureusement à vous tous d'avoir accepté de débattre ce soir après ce week-end de colère et d'incidents et de violences qu'on continue d'essayer de décrypter, d'analyser ensemble ce soir. Dans un instant, un nouveau plateau d'invités qui nous rejoignent. Mais d'abord, on va à Marseille retrouver Caroline Sins, où la nuit à Marseille s'est à peu près bien passée. En revanche, ailleurs, comme du côté d'Arles, on déplore même une victime à un barrage des Gilets jaunes. Caroline. Oui, effectivement, ce soir à Marseille, sur la Canebière, à quelques pas du Vieux-Port où je me trouve, tout va bien. Mais hier, c'est ici que tout a dégénéré. Et des scènes d'une violence inouïe pour les Marseillais, les Gilets jaunes qui avaient manifesté tout à fait pacifiquement aux côtés d'autres Marseillais dans l'après-midi, qui ont assisté effarés au harcèlement de 300 à 400 casseurs qui ont harcelé les forces de l'ordre, qui ont renversé les échafaudages que vous voyez derrière moi, pillé, cassé des vitrines, incendié une voiture de police. Au total, dans les Bouches-du-Rhône, 36 personnes ont
ont été interpellés la nuit dernière. Au péage de La Ciotat également, un autre point de tension qui a été incendié il y a quelques jours, qui est toujours occupé par les Gilets jaunes. Et là, la nuit dernière, ce sont des manifestants à l'écart des Gilets jaunes, là aussi des casseurs qui s'en sont pris aux forces de l'ordre. Et puis, vous le disiez, la nuit dernière, un jeune homme de 27 ans, un artisan, a trouvé la mort sur la nationale près d'Arles. Il s'est encastré dans un camion qui était à l'arrêt à cause d'un embouteillage, très long embouteillage, formé par plusieurs camions à cause d'un barrage de Gilets jaunes. Cet artisan de 27 ans s'est encastré dans le camion. Il a été percuté à l'arrière par un autre véhicule. Il a trouvé la mort. Une enquête est actuellement en cours. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les Bouches-du-Rhône, dans le Vaucluse, les Gilets jaunes restent extrêmement mobilisés, notamment autour des raffineries, sur les ronds-points, sur les péages. Et tous ceux que nous avons rencontrés depuis plusieurs jours nous disent qu'ils ne se reconnaissent dans aucun porte-parole. Merci beaucoup Caroline Sins, il est 21h54, vous êtes en direct sur France 2, édition spéciale Gilets jaunes.